Ah, c'est juste une question d'âge. Donc, je voudrais commencer par... Il y a une traduction simultanée, c'est ça? Donc, je voudrais m'excuser auprès des gens qui font la traduction simultanée parce que je n'ai pas envoyé mes diapos, parce que je les ai finis il y a 1 heure environ. Donc, pour ceux qui écoutent en anglais, s'il y a des choses pas claires, c'est pas de leur faute, c'est de la mienne. Hein. Ils n'ont pas eu les diapositives avant, ils n'ont pas pu se préparer. Donc, je prends toute la responsabilité. Voilà mes liens d'intérêt. Ce qu'on appelle indirect, hein, c'est quand on a des subventions pour faire de la recherche clinique, et direct, c'est quand on touche de l'argent directement, pour être très clair. Et puis on va commencer, donc on m'a demandé, comme l'an dernier, de vous faire le résumé, la synthèse, ou les highlights, comme dit Florian qui est bilingue, du congrès donc Palliative Care in Oncology Symposium, qui est finalement en fait le congrès de l'ASCO sur... Ça s'appelle Palliative Care, mais en réalité, on a beaucoup parlé de ça l'an dernier. C'est plutôt du supportive care et du palliative care au sens où nous, on l'entend en Europe, quoi. Donc c'est du palliatif en français et du supportif. Aux États-Unis, le supportive care, ils appellent ça le early palliative care, du moins une certaine partie d'entre eux, quoi. Donc on parle vraiment de soins de support en général et pas uniquement de soins palliatifs. Et je voulais commencer par, parce que ça va donner le ton un petit peu de langue que j'ai choisi pour vous parler de ça, parce que je n'ai pas envie de vous faire un catalogue de tout ce qui a été présenté là-bas, par cette présentation qui a été faite là-bas, parce que je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur les aspects médicaux au sens humain, c'est-à-dire qu'on apprenne, et pas qu'on apprenne, mais qu'on n'oublie pas que la décision médicale, que ce soit la décision de traiter, que ce soit la décision de poser un diagnostic, parce que c'est une décision, même si on est aidé, bien entendu, et heureusement, on s'implique et on a une vraie responsabilité, on porte une responsabilité. Et on parle beaucoup de la communication avec les patients, de la décision partagée, de l'information, du consentement éclairé. Et certes, en tout cas c'est mon opinion, je pense que c'est indispensable, mais il faut là aussi être conscient de nos responsabilités. Dans cette étude, les auteurs ont pris un groupe de patients, et donc c'est une étude américaine, et ils leur ont, au cours d'un entretien tel qu'ils avaient l'habitude de le faire, ils ont cherché à recueillir l'instruction de réanimer ou de ne pas réanimer. Et puis, dans un deuxième temps, dans un autre groupe de patients, ils ont procédé de la même manière, mais en s'appuyant sur une vidéo qu'ils passaient aux patients, qui montre ce que c'est qu'une intubation, ce que c'est qu'une réanimation de A à Z, ce que c'est qu'un massage cardiaque. Et quand ensuite on regarde l'issue de ces entrevues, eh bien vous voyez à gauche que quand l'entretien a été mené de manière habituelle, traditionnelle, on a 58%, c'est envers des patients qui demandent à ne pas être réanimés. On est chez des patients qui ont un cancer métastatique et qui ont un pronostic qui est inférieur à 1 an. Et vous voyez qu'à droite, quand on leur montre la vidéo et avec des images, tous les détails de ce que c'est qu'une réanimation, et bien on passe à 81% de patients qui décident de ne pas être réanimés. Donc on peut le voir des deux côtés, hein, mais bien être conscient, je trouve, de la responsabilité qu'on a, parce que quand on montre une vidéo à un patient, et dans la brève qui avait été écrite dans le journal, c'est Florian qui avait écrit la brève, il l'avait soulevé, quand on montre tous les détails aussi crûment que dans une vidéo à un patient, ce que ça représente, et ben, est-ce qu'on n'oriente pas un petit peu le patient vers une décision, dans le cas présent, de non-réanimation par rapport à l'autre? Est-ce que vraiment on fait du consentement éclairé? Est-ce que vraiment on fait de l'information libre? Je ne dis pas que ça ne l'est pas, je dis qu'il faut se poser la question et l'avoir en tête, parce que c'est ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, et on est obligé de le faire. On va rester un petit peu sur ce côté humain et remise en question. C'est cette présentation sur la surprise question. Alors c'est quoi la surprise question? Donc j'ai traduit mot pour mot quasiment la façon dont c'est libellé en anglais. Vous regardez le bloc bleu à gauche. En fait, on demande à des médecins si pour un patient donné, il serait surpris si ce patient décédait dans l'année à venir. En français, on aurait peut-être dit, est-ce que vous pensez, docteur, que le patient a un pronostic supérieur à 1 an? Là, c'est vraiment libellé comme ça, et je trouve que c'est important. Et vous voyez toujours à droite, à gauche, pardon, en bleu, c'est bien à gauche pour vous, ouais. Eh bien, quand les médecins, donc au final, ça représentait quand même 4800 patients, hein, quasiment, pour 80 médecins interrogés. Quand le médecin répondait « oui, je serais surpris », ben, vous voyez qu'au final, à 1 an, on a 95% des patients qui sont vivants. Donc il semble y avoir un critère de jugement à cette simple réponse à la question « seriez-vous surpris si le patient décédait dans l'année ou pas ?» Eh bien, on a, une corrélation avec 95% des patients qui effectivement ne sont pas décédés dans l'année. En vert à droite, pour les patients pour lesquels les médecins avaient répondu « non, je ne serais pas surpris si ce patient mourrait dans l'année », donc le pronostic vital est, a priori, selon moi, inférieur à 1 an, eh bien là, c'est un petit peu différent, parce qu'à 1 an, on a 2 tiers des patients qui sont encore vivants. Contrairement à ce que le médecin pensait au moment où on lui a posé la question.
Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que, quels que soient les éléments sur lesquels, bien entendu, le médecin fondait sa réponse, ce n'était pas juste au pif, hein. On lui demandait un avis clinique. Ça pose pas mal de questions, je trouve, parce que ça veut dire deux choses. C'est que si on s'attend, en tant que médecin, à ce que le patient ne vive pas plus d'1 an, est-ce qu'on est plus incité à mettre en place une approche palliative ou supportive care, oui ou non? Et si oui, est-ce que c'est ça qui fait que, on a 2/3 encore des patients qui à 1 an sont vivants, donc les bénéfices sur la survie, comme ça peut être montré dans d'autres études, de la mise en place d'une prise en charge early palliative care ou supportive care. Mais à l'inverse, le risque, c'est aussi de se dire, mon patient a un pronostic vital limité, peut-être qu'on va aller sur du palliatif au sens français du terme cette fois-ci, et peut-être être un peu moins agressif, et puis avoir des pertes de chance pour ces patients, alors qu'à 1 an, on en a 2/3 qui sont encore vivants. On n'a pas les réponses à ces deux hypothèses, mais c'est les deux hypothèses qu'on peut formuler sur cette partie droite. Et dans une autre étude qui a été présentée, et pour être dans l'actualité, c'était une étude dans le mélanome métastétique des patients traités par immunothérapie, les auteurs ont regardé un petit peu si les patients bénéficiaient oui ou non d'une prise en charge palliative care ou early palliative care. Vous voyez que 68% de ces patients traités par immunothérapie pour un mélanome métastatique ont présenté des effets indésirables auto-immuns, quelle que soit la nature de l'effet indésirable auto-immun. À la question posée, voilà la réponse. Magnifique, ça n'a pas pris les valeurs. Donc je vais vous les faire de mémoire. Donc le bloc bleu, c'est sur l'ensemble de la population. Donc sur les, 122 patients, l'ensemble de la cohorte, on avait 31% seulement de ces patients qui avaient bénéficié d'une prise en charge palliative care. Seul 1/3 d'entre eux ont bénéficié d'une prise en charge palliative ou early palliative care, donc supportive. Et les deux colonnes de droite, les deux blocs de droite, le vert et le orange, ce sont des pourcentages que vous ne voyez pas de ces pourcents-là. Ici, on a 25% seulement des patients en vert qui ont bénéficié d'une prise en charge early palliative care, donc soins de support, c'est-à-dire plus de 6 mois avant le décès du patient. Ça représente donc seulement 7,5% de cette population. Et ici, on avait 33% de mémoire de ces patients en bleu, donc 33% de 31%, qui ont bénéficié d'une prise en charge palliative care dans le dernier mois de vie. Donc vraiment du palliatif au sens français du terme. Je pense que les deux chiffres importants, c'est celui-ci, que vous ne voyez toujours pas, qui est que 1/3 seulement des patients bénéficient d'une approche palliative ou early palliative supportive, et vraiment early palliative et supportive care, seulement 7,5% de cette population. Un autre point très important, à mon sens en tout cas, c'est que vous voyez ici que, sur la deuxième ligne du tableau, que le fait qu'une toxicité auto-immune apparaisse n'était pas associé à la mise en place d'une prise en charge palliative care ou early palliative care. Alors que dans la définition du early palliative care ou du supportive care, il y a clairement indiqué la gestion de la tolérance ou des toxicités des traitements spécifiques de façon à améliorer la dose d'intensité et la prise en charge spécifique curative, à visée curative des patients. Donc ça met en avant qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur cet aspect gestion des toxicités, parce que là, ça n'a pas conditionné la mise en place d'une approche spécifique, alors que, je vous le rappelle, 2/3, 68% de ces patients ont présenté des effets indésirables auto-immuns. Donc c'est vraiment majeur, et ce n'est pas fait dans la pratique courante et actuelle, puisqu'on est sur immunothérapie, mélanome, ce n'est pas des données de chimiothérapie de 1990. Pardon, je me suis trompé de sens. Donc, en fait, pour essayer de tordre le cou un petit peu à tout ça, à supportif, palliatif, early palliatif, ça, c'est ce qu'on a largement discuté l'an dernier ici au TAO, il ne faut pas oublier qu'on traite des patients. On ne traite pas des tumeurs, on ne traite pas des toxicités. On traite des patients. Et le patient-centered care, je pense que c'est particulièrement important parce que c'est particulièrement complexe. Un patient atteint de cancer, si on veut dresser un petit peu le panorama de ce que ça pourrait représenter, eh bien, pour définir un patient atteint de cancer, c'est qu'il y a forcément la présence d'une tumeur. Une tumeur va être traitée dans la plupart des cas par des traitements anticancéreux, quel que soit le type, chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie aujourd'hui, radiothérapie. Et ces traitements du cancer, ces traitements à visée curative, vont présenter des toxicités, c'est quasi inévitable en cancérologie, par exemple les nausées et vomissements chimio-induits. Mais la tumeur elle-même peut entraîner d'autres symptômes, comme l'apparition d'une fatigue, qui peut également être entraînée par les traitements, comme de l'anémie, qui peut être d'origine tumorale, mais qui peut aussi être induite par les traitements. Et puis, si on vient à cette approche centrée sur le patient, donc patient-centered care, il ne faut pas oublier que, et avec le vieillissement de ma population, c'est de plus en plus le cas, un patient, il n'arrive pas qu'avec son cancer, bien souvent. Il a
son âge, et donc âge élevé, on ne va pas dire que pas aller jusqu'à dire que c'est une comorbidité l'âge, mais au bout d'un certain moment ça peut le devenir. Et avec l'âge, on a de plus en plus de patients qui sont par ailleurs déjà hypertendus, chroniques, de façon traitée, contrôlée ou non, qui ont des insuffisances rénales chroniques, qui ont des dyslipidémies, qui ont des troubles neuropsy, des aspects sociaux également à gérer. Et il ne faut pas oublier que c'est tout ça l'approche qu'on doit avoir quand on veut traiter un patient dans sa globalité et dans son ensemble. Et le risque aujourd'hui, c'est que, donc toutes ces comorbidités, bien entendu, interagissent entre elles et vont également impacter potentiellement la toxicité des traitements. Et le risque aujourd'hui, avec les traitements modernes, et en particulier ces 10 dernières années à peu près, l'arrivée, alors 10-15 dernières années, l'arrivée des thérapies ciblées tout d'abord, et puis de la génomique et de la pharmacogénomique, on parlait tout à l'heure des biomarqueurs d'efficacité, des biomarqueurs de tolérance, c'est que tout ça, et c'est mon opinion personnelle, je pense que certains la partagent, c'est clairement l'avenir. Mais ce n'est pas que ça l'avenir. Et le risque, c'est qu'en se concentrant uniquement là-dessus, que ce soit en termes de recherche ou quand on n'a que ça en tête quand on traite un patient, on risque de, à l'inverse, se focaliser sur la tumeur et puis oublier un petit peu tout le reste. Les comorbidités, les toxicités des traitements. Et c'est ce qu'on vient de voir avant. Toxicité des traitements, pas de prise en charge spécifique dans le mélanome métastatique traité par immunothérapie. C'est pas normal. On a des corticoïdes, on l'a dit tout à l'heure. Donc tout ça, ça m'amène à ce qui vous a amené également aujourd'hui au Cancer Toxicity Management, puisque c'est le surnom ou deuxième nom de CTAO, et je trouve que le terme est particulièrement bien choisi, et c'est comme ça que je vais sélectionner en fait, avec cet angle de traitement-là, un certain nombre de communications qui ont été présentées à l'ASCO Palliative Care. Alors d'abord du Cancer Toxicity Management sur les toxicités liées à la maladie, plutôt à la maladie, donc plutôt au cancer lui-même. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'aprepitant contre la toux. Donc, chez des patients qui présentaient un cancer bronchique et une toux associée, il y avait des données précliniques antérieurement publiées qui montraient tout d'abord qu'il y a une présence de récepteur NK1 dans les centres nerveux liés à la toux et que la neurokinine, donc chez l'animal en tout cas, était un médiateur de la toux. Donc, l'idée, le rationnel de l'étude, c'est de tester l'efficacité sur la toux d'un inhibiteur des récepteurs NK1. Le design de l'étude, c'était une étude en chaque patient était son propre témoin, donc aprepitant versus placebo, avec ce design-là que je vous présente ici. Et puis, ça c'est important, une période de washout entre les deux. Hein. Ce n'est pas forcément important pour le placebo, mais c'est important pour l'aprepitant quand on fait ce genre d'étude où chaque patient est son témoin, pour ne pas polluer les résultats sur la deuxième partie de l'étude. Et puis voilà le résultat. À droite, vous avez le questionnaire d'évaluation de la toux, de sévérité de la toux, qui était utilisé dans cette étude. Et puis à gauche, vous avez les résultats, donc patient par patient, et je vous ai mis des couleurs. En vert, c'est les patients pour lesquels l'intensité ou la sévérité de la toux avait été améliorée. En rouge, c'est ceux qui n'avaient pas amélioré, et puis en gris, c'est ceux qui étaient restés stables. Au final, quand les auteurs, en tout cas, étudient la population, on a un bénéfice statistiquement significatif avec un P à 0,03 de la prescription d'aprepitant comme objectif de réduction de la toux dans le cadre d'un cancer bronchique. Il faut savoir, ça a été précisé dans la discussion à l'ASCOPAL par Dorothy Keefe, que le rolapitant, qui est un autre médicament de la même classe, aurait, je vais mettre une condition parce que c'était à l'oral, je n'ai pas vu l'épreuve, mais on peut faire confiance a priori, mais aurait en tout cas un développement prévu spécifiquement dans cette indication de réduction de la toux. Donc c'est vraiment une piste clinique qui semble être intéressante. Ont également été présentés ou représentés ou re-représentés les résultats des études Romana 1 et 2 sur l'anamoréline dans la cachexie. Ça a été représenté à l'ASCOPAL, donc je vais juste vous en dire un mot. En gros, l'anamoréline, ça permet d'augmenter la masse musculaire des patients versus placebo. À gauche, les résultats de Romana 1 sur la masse musculaire, donc l'évolution de la masse musculaire, et à droite, les résultats de Romana 2. Ça permet également une prise de poids des patients. Vous voyez qu'à 12 semaines, on a un gain de poids d'environ 2,5 kg, on va dire, dans Romana 1, et puis d'1 kg à la 12e semaine également dans Romana 2 versus placebo. Alors que dans Romana 2, c'est intéressant parce que le profil des patients était un peu différent. Dans Romana 2, les patients placebo perdaient du poids et perdaient beaucoup, puisque vous savez, jusqu'à une perte de 1 kg. Donc le différentiel reste important entre les deux études et à peu près du même ordre, environ 2 kg entre placebo et anamoréline. La tolérance, puisque la tolérance c'est quand même important, pas une réelle différence, en tout cas pas statistiquement significative entre les patients qui recevaient l'anamoréline et les patients qui étaient traités par placebo, si ce n'est sur les nausées et puis quelques troubles métaboliques à type de diabète et d'hyperglycémie. Pas d'effet sur la survie globale, pas d'effet statistiquement significatif en tout cas sur la survie globale, donc on va probablement parler plus de qualité de vie sur les implications cliniques de ces résultats.
Une autre présentation, c'est une étude dans laquelle était impliqué notre ami à tous, Florian Scotté, sur l'incidence des hospitalisations en cancérologie liées à un événement thromboembolique veineux. Pourquoi on s'intéresse à ça? Vous savez tous, mais je vous le rappelle, que le cancer est un facteur de risque de thrombose ou d'événement thromboembolique et est un facteur de risque de mortalité lors de la survenue d'un événement thromboembolique. En clair, un patient qui fait un événement thromboembolique et qui a un cancer a plus de risque de mourir qu'un patient qui fait le même événement thromboembolique mais qui n'a pas de cancer. C'est ce que les études ont montré en tout cas. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce sera largement détaillé demain dans la session SIKIN-TAO et en particulier par Guy Meyer qui va vous détailler, et bien mieux que moi je pourrais le faire, les liens entre cancer et thrombose. Demain après-midi à 14h15, j'espère vous y voir. Et là encore, alors ça va être de plus en plus difficile si j'ai aucun pourcentage, mais bon, c'est un test. Vous avez ici donc l'incidence des hospitalisations liées à un événement thromboembolique. Dans le poumon, on était à presque 10% des patients, 9,6% de mémoire, des patients qui étaient hospitalisés suite à un événement thromboembolique veineux. Dans le sein, on était aux alentours de 2%. Donc ce qu'on peut en retirer, c'est que ça varie grandement en fonction du nombre en fonction du type des tumeurs, peut-être en fonction des types de traitements qu'on utilise pour la prise en charge de ces tumeurs. Mais en tout cas, ce n'est pas anecdotique, parce que 10% quand même dans le poumon, c'est pas rien. Et vous avez ici une idée de la récurrence. Parce que la survenue d'un premier événement thromboembolique, c'est une chose, mais après la survenue d'un premier événement thromboembolique, on est en tout cas supposé mettre en place une prévention de la récidive. Et vous voyez que celle-ci n'est pas toujours efficace. Je ne dis pas qu'elle est pas bien faite, hein, mais on n'a pas d'efficacité à 100% non plus. Mais vous voyez que dans le graphique du haut, on a 23% de patients qui présentent des récidives à ces événements thromboemboliques. Et en termes d'admission à l'hôpital, c'est le graphique du bas, on a 31% des admissions à l'hôpital concernent des récidives d'événements thromboemboliques. Donc c'est quelque chose qui est là encore quantitativement ou proportionnellement largement significatif. Et vous voyez qu'en termes d'incidence, là encore, en fonction du type de cancer, en vert, vous avez des patients qui n'ont pas eu d'événement thromboembolique, en bleu, les patients qui ont eu un événement thromboembolique. Et vous voyez qu'en termes d'hospitalisation, on a un doublement dans le cancer de la prostate, un doublement dans le cancer du poumon, quasiment un doublement dans le cancer du sein, et puis dans le cancer du poumon, c'est majeur, puisqu'on passe de 2 à 9, ce qui nous fait 4,5 ou 5 fois plus d'hospitalisation. Ça se retrouve bien entendu sur l'argent que ça coûte. On a parlé un peu d'économie tout à l'heure. Alors moi, je m'arrête là dans mes compétences sur la pharmacoéconomie. C'est combien ça coûte. Vous voyez, ça coûte plus cher quand on vient à l'hôpital avec un événement thromboembolique que quand on vient à l'hôpital sans événement thromboembolique, ce qui paraît tout à fait logique puisqu'on a une prise en charge qui est plus complexe. Mais ça remet l'accent sur bien suivre les guidelines sur la prévention, et notamment la prévention des événements thromboemboliques, et en particulier la prévention des récidives d'événements thromboemboliques. On va maintenant passer au Cancer Toxicity Management, mais cette fois-ci à la gestion de la tolérance des traitements du cancer. Donc les toxicités que l'on crée chez le patient en voulant lui traiter son cancer, donc avec une bonne intention, mais c'est quand même nous qui les provoquons. Un premier essai que, en tout cas, moi j'ai trouvé amusant, parce que je ne vous présente pas tout ce qui était présenté à la Scopal, bien sûr, mais j'ai trouvé amusant parce les auteurs dans cette étude ont testé l'olanzapine, donc un antipsychotique, sur les nausées. On mesure souvent dans les études de prévention des nausées et vomissements chimio-induits la fréquence des nausées, mais également le critère principal est souvent la réponse complète en termes de vomissement ou le recours à des traitements de secours. Ici, l'objectif principal, l'objectif primaire était, l'objectif recherché était l'absence de nausées, en ajoutant ce traitement par olanzapine à une prise en charge standard de prévention des effets des nausées et vomissements chimio-induits. Vous voyez qu'on a un gain statistiquement significatif donc sur les nausées, que ce soit en phase aiguë ici, où on passe avec l'olanzapine à près de 74% de patients qui n'ont pas du tout de nausées donc dans la AJ1, donc entre 0 et 24 heures, par rapport à 45% de patients qui ont une prévention des nausées et vomissements chimio-induits, mais un placebo et pas l'olanzapine. Vous voyez qu'on double quasiment également les nausées retardées, et puis globalement, on passe de 22% dans le bras placebo à 37% d'absence de nausées entre 0 et 5 jours après le début du traitement, quand on ajoute l'olanzapine. Le critère secondaire sur la réponse complète, donc en termes de nausées et vomissements cette fois-ci, vous voyez que ça permet d'atteindre, en tout cas dans la phase aiguë, des taux qui sont ceux qu'on recherche, en tout cas au minimum, en termes de prévention des nausées et vomissements chimio-induits, où dans toutes les études, vu l'efficacité qu'on est capable d'atteindre, qui est supérieure à 90% dans certaines études, parfois même bien supérieure à 90%, on ne peut pas se contenter de 70% de réponse complète. Il faut vraiment qu'on vise des taux de 85, 90, voire un peu plus de réponse complète pour considérer que le traitement va avoir une vraie utilité ou un vrai intérêt en termes de bénéfices cliniques.
quelle que soit la statistique, à mon sens en tout cas. En termes de tolérance, on a juste à J2 des sédations avec les patients qui reçoivent le olanzapine et puis pas grand-chose d'autre à signaler en termes de tolérance ou de toxicité pour ces patients. Toujours dans les nausées et vomissements, le rolapitant, donc en antiémétique et stratégie de prise en charge, de prévention des nausées et vomissements chimio-induits. Cette étude qui a été réalisée chez des patients qui recevaient une chimiothérapie modérément émétisante. Le critère principal, c'était donc la réponse complète, donc pas de vomissement et pas de traitement de secours, en comparant le rolapitant à un placebo. Et vous voyez ici, c'est le résultat que moi j'ai retenu. À gauche, avec les patients qui recevaient du carboplatine, on a à 5 jours, donc à 120 heures après le début de l'administration de la chimio, avec le rolapitant, on a 90% de patients qui n'ont pas du tout vomi. Ce qui est pas mal. Et chez les chimiothérapies modérées, les patients qui reçoivent une chimiothérapie modérément émétisante sans anthracycline, on est à 80%. Et tout ça, c'est statistiquement significatif et meilleur que les patients qui recevaient le placebo et pas le rolapitant. On va passer maintenant toujours dans la gestion des toxicités induites par les traitements à la gestion de l'anémie avec une étude française, l'étude LIDO, et à la Scopal étaient présentés les résultats de l'étude LIDO Anémia 2, donc la deuxième phase que vous avez ici. C'était une enquête en fait déclarative sur la prise en charge de l'anémie en cancérologie réalisée auprès d'oncologues et d'hématologues. Et l'objectif était de comparer ces habitudes de prescription, c'est du déclaratif, j'insiste là-dessus, hein, par rapport aux guidelines européennes en vigueur aujourd'hui, donc celles de l'EORTC. Je vous rappelle que pour les franco-français, celles de l'AFSOS sont en fait calquées sur les recommandations de l'EORTC. Donc on suit les recommandations de l'AFSOS ou celles de l'EORTC, c'est pareil. Il y a juste la langue qui change et je vous les rappelle ici. Il y a 3 points particulièrement intéressants, en tout cas par rapport au résultat que je vais vous montrer. Tout d'abord, c'est on va appeler le seuil d'hémoglobinémie en dessous duquel il faut considérer une transfusion. Dans les recommandations ORTC, aujourd'hui en vigueur, c'est 9 grammes par décilitre. Ensuite, la fourchette d'hémoglobine pour laquelle il faut se poser, envisager, c'est comme pour la transfusion, envisager l'initiation d'un traitement par ASE, c'est 9 à 11. Et puis la troisième valeur intéressante et importante par rapport à ce que je vais vous montrer, c'est le taux cible quand on a un patient qui est traité donc, par ASE, qui est, selon les recommandations EORTC, je cite, aux environs de 12 grammes par décilitre. Donc, alors là, ça va être très compliqué. Et vous me permettez 2 secondes, je vais essayer un truc. Peut-être qu'en simplement en rafraîchissant, ça va les faire apparaître. Non, je ne sais pas pourquoi. Ça ne les fait pas apparaître. Vous voyez que donc, qu'est-ce qu'on a fait dans l'IDO 2? Je vais faire comme ça, tiens. Non, ça ne va pas marcher. 77, 15. Dans l'IDO 2, c'est qu'on a envoyé un questionnaire à des oncologues et des hématologues par le web. C'était une étude faite sur le web électronique. Et on leur a d'abord diffusé une vidéo de 3 minutes dans laquelle l'excellent Florence Côté rappelait les messages clés des guidelines de l'ORTC, de manière très didactique et précise surtout, beaucoup mieux bien entendu que ce que je viens de vous faire, mais les messages clés étant ceux-là, quels sont le seuil de transfusion, dans quelle fourchette on doit considérer un ASE, quelle est la cible d'hémoglobinémie sous traitement par ASE. Puis il y avait d'autres éléments bien entendu également, on va focaliser sur ces 3-là. Vous voyez que la barre verte, c'est un peu plus de 70% des médecins, quand on leur montre cette vidéo et qu'après on leur demande s'ils suivaient déjà ces recommandations, qui disent oui, je suivais déjà ces recommandations et je vais continuer à les suivre. La barre bleue au milieu, ce sont les médecins qui répondaient bah non, je ne suivais pas ces recommandations, mais maintenant je vais les suivre. Ça doit être aux environs de quinzaine de pourcents. Et en orange, ce sont les médecins qui, quand on leur pose la question, disent non, je ne suivais pas ces recommandations et non, je ne les suivrai pas. Je continuerai à ne pas les suivre. On est libre, hein. Donc il n'y a pas de jugement de valeur. Ça, c'était sur le diagnostic de l'anémie, le point vraiment sur lequel il y avait le point d'achoppement, on va dire, entre l'adhésion aux guidelines ou pas, c'était sur le bilan martial. Le fait de le faire ou non, et qu'est-ce que c'était qu'un bilan martial pour les patients, pour les médecins, pardon, parce qu'on était rentré dans le détail. Pour le seuil de transfusion, donc qui est de 9 grammes d'après les recommandations EORTC, je vais refaire le même petit exercice. Vous voyez qu'on a moins de différence, mais on a aussi moins de médecins qui disaient suivre les recommandations. On a 50% seulement des médecins qui disaient oui, je considérais déjà ces 9 grammes d'hémoglobine pour envisager une transfusion. On en a 19%, 18,9% qui répondent non, je ne suivais pas, je ne considérais pas cette valeur, je ne suivais pas ces guidelines, mais maintenant oui, je vais les suivre. Et puis on en a 30%
qui disent non, je ne considère pas cette valeur, et non, je ne considérerai pas la valeur de 9 comme le recommande le ORTC. Une des raisons, c'est une hypothèse, c'est probablement qu'on a la chance en France, avec d'énormes guillemets, d'avoir la HAS, et la HAS a, elle, pour les Français, est basée sur des données qui sont les mêmes que celles de l'ERTC, donc sans aucune raison valable, en tout cas d'un point de vue scientifique et evidence-based, à décréter que ce serait 8 en France et pas 9, comme dans le reste du monde. Donc bon, ça se discute, mais c'est peut-être pour ça qu'on a 30% de médecins qui disent non, je vais rester à 8 en fait, parce que je préfère suivre la HAS. Donc il y a du travail à faire sur l'uniformisation des guidelines, pas savoir lesquels on suit, parce qu'on ne devrait pas avoir à privilégier une par rapport à l'autre, elles devraient toutes simplement dire les mêmes choses si elles sont toutes bien faites, c'est-à-dire evidence-based et réalisées par des experts et des gens qui connaissent. Les gens qui connaissent, c'est des savants, mais c'est aussi des cliniciens, c'est important. Et à la HAS, ça manque de cliniciens. J'aime pas la HAS. Quant au seuil de prescription des ASE, vous avez vu dans les recommandations, ce seuil de prescription, c'est 11 en fait. Quand un patient a une anémie symptomatique avec une hémoglobine entre 9 et 11, on doit envisager la prescription, l'initiation d'un traitement par ASE. Mais vous voyez que 64,6% des médecins disent oui, c'est la fourchette que je considérais, et oui, je continuerai. 18% disaient ah bah non, mais je vais changer ma pratique. Et puis 18% à peu près autant, enfin 17, disaient non, c'est pas ça que je considère comme fourchette, et non, je ne changerai pas ma pratique à l'avenir. Et pour ce qui est du taux cible sous traitement, là, c'est quand même particulièrement intéressant parce que, je trouve en tout cas, parce qu'on a 70% seulement, je dirais, des médecins qui disent que oui, quand je mets un patient avec un cancer qui a une anémie sous ASE, je vise 12. Je trouve que c'est pas beaucoup. Il y en a près de 20% qui disent ah oui, effectivement, je visais pas 12, mais maintenant je vais viser 12. Et on en a encore près de 11% qui disent non, je ne viserai pas 12. Et dans ceux qui disent non, je ne viserai pas 12, on a à peu près les 2 tiers des gens qui visent moins que 12, et puis encore un tiers des gens qui visent plus que 12. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça reste une enquête, hein, ce n'est pas une étude clinique, hein, mais c'est intéressant sur la façon dont sont élaborés peut-être les guidelines, dans la façon dont on communique sur les guidelines. Et puis, ça ouvre en tout cas la porte à des discussions, parce qu'il ne faut pas partir du principe que les guidelines ont systématiquement raison et les autres tort. On doit se remettre en question, comme je vous l'ai dit en introduction. C'est comme ça qu'on progresse, c'est en se posant les bonnes questions, et en particulier, est-ce que j'ai bien fait? Et puis suivre la littérature, bien entendu, et les nouvelles données. C'est quand même très important tout ça, parce que je vous rappelle que dans les nausées et vomissements chimio-induits, il y a plusieurs études qui montrent, cette fois-ci cliniquement, des études cliniques, qui montrent que quand on suit les guidelines, et quasiment aveuglément, dans certaines études, on améliore la prise en charge des patients, on améliore l'efficacité, en l'occurrence, de la prévention des nausées et vomissements chimio-induits. On n'a pas d'études, en tout cas on n'a pas retrouvé, nous, d'études qui le démontrent cliniquement pour l'anémie. Mais il n'y a pas lieu de penser, si les guidelines sont bien faites, et en tout cas de mon jugement elles le sont, que ça n'améliorera pas la prise en charge clinique des patients que de suivre les guidelines plutôt que de faire un petit peu comme on le souhaite. Ce qui était intéressant, ce qui était l'objectif de l'étude LIDO2, c'était qu'en montrant de façon très simple une vidéo qui rappelle les messages clés, encore une fois de façon très simple, des recommandations, eh bien on a en moyenne 18% des médecins qui disent « Ah bah non, en fait, c'est pas ce que je faisais, mais je vais le faire maintenant ». Donc on va améliorer le taux de suivi des guidelines et on l'espère en tout cas la qualité de la prise en charge clinique des patients. Un autre point qui est intéressant, c'est quand on compare LIDO 1 et LIDO 2, parce que là je vous ai présenté les résultats de LIDO 2. Et dans LIDO 2, je vous l'ai dit, on va poser la question, suivez-vous les guidelines, et oui, non ou non. Et dans LIDO 1, on avait posé la question différemment, on ne parlait pas des guidelines, c'est pour ça qu'on l'a fait avant LIDO 1. On demandait par exemple aux médecins, quelle valeur d'hémoglobine considérez-vous comme seuil transfusionnel? Et ensuite, on regardait par rapport aux réponses des médecins si ça correspond, dans quelle proportion ça correspondait aux guidelines ou non. Donc c'est un tout petit peu différent. On a dans l'IDO 2 du déclaratif, oui, je suivais les guidelines. Dans l'IDO 1, on a regardé si vraiment c'était un suivi des guidelines. Et ça, c'est rigolo parce que quand on compare les deux, ben là, j'ai des chiffres. Vous avez ici l'IDO 2. Je vous rappelle, seuil de transfusion, 50,5% des médecins disaient suivre les guidelines, 65% des médecins disaient suivre les guidelines pour l'initiation des ASE, 70% des médecins disaient suivre les guidelines pour ce qui est du taux cible d'hémoglobine sous traitement, mais quand on regarde leur déclaratif dans l'IDO 1 en termes de valeur cette fois-ci, bah, c'est pas pareil. En réalité, pour ce qui est du seuil de transfusion, quand on compare ce que nous disent les médecins quant à leur pratique et les guidelines, eh bien, on n'a que 10% des pratiques qui sont en accord avec les guidelines. Quand on regarde l'initiation des ASE, c'est 27% seulement des médecins dont la pratique est corrélée aux guidelines. Alors que dans le même temps, ils sont 2 tiers à dire oui, oui, je suis les guidelines. Et puis pareil, sur le taux cible d'hémoglobine sous traitement par ASE. Ça veut dire quoi, ça? Soit que les médecins sont des gros menteurs. Moi, je ne crois pas. Pas tous. Mais je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on informe et qu'on communique sur les guidelines pour que les gens connaissent leur existence et qu'il faut qu'on explique et qu'on rappelle régulièrement
ce que j'appelle les messages clés des guidelines. On a, avec la force de l'habitude, forcément, on va oublier. On peut très facilement oublier que C9 est passé à 8, oublier que C9 est passé à 10, etc. Il faut régulièrement qu'on rappelle, et quand je dis on, c'est les sociétés savantes, c'est dans nos communications, c'est dans les congrès, qu'on rappelle quelles sont les valeurs des guidelines, quels sont ce que j'appelle les messages clés pour la pratique, de façon à ce que, avec le temps, on n'oublie pas et qu'on n'ait pas une érosion un petit peu. Et cette impression qu'ont les cliniciens, en tout cas dans ces études, de suivre les guidelines, alors qu'en réalité, ils ne les ont pas suivis, tout simplement peut-être parce qu'ils ont loupé le dernier update. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment important, je trouve. Toujours dans la gestion, donc le Cancer Toxicity Management et la gestion des toxicités des traitements, on a eu cette étude pour la prise en charge des diarrhées sous l'apatinib chez les patients qui présentent un cancer du sein HER2 positif. Dans cette étude, on avait 44 patientes traitées par l'apatinib. Parmi ces 44 patients, c'était une cohorte prospective. Parmi ces 44 patientes, 33, donc 75%, ont présenté des diarrhées. Pour ces 33 patientes, il y a eu une randomisation. 17 de ces patientes ont reçu le loperamide au premier épisode de diarrhée, puis systématiquement avec chaque administration de l'apatinib. Dans l'autre bras, les 16 autres patientes, elles ont reçu le loperamide lors du premier événement de diarrhée, puis uniquement si une diarrhée se reproduisait. Et l'objectif était de comparer donc la sévérité globale, on va dire, des diarrhées, donc la tolérance au traitement par l'apatinib. Et vous voyez, et également la qualité, on va dire, du traitement par l'apatinib. Vous voyez que on a une durée médiane de traitement qui est la même dans les deux cas, qui était de 6 mois par l'apatinib. Et vous voyez qu'on a un retour à une diarrhée de grade 1, donc une amélioration de la sévérité, une réduction de la sévérité de la diarrhée, qui est présente dans 70,6% des cas quand on a une prescription systématique de loperamide, alors qu'elle n'est que de 25% des cas lorsqu'on attend qu'il y ait une récidive de diarrhée pour represcrire ou réadministrer le loperamide en tout cas. On a beaucoup moins de réduction de dose de l'apatinib quand on a une prescription de loperamide systématique que quand on n'a pas de prescription systématique. 50% de réduction de dose quand on n'a pas de loperamide systématique versus 30% de réduction de dose quand on a une prescription systématique. Sur les diarrhées de grade 3-4, on en a 30% en cas de prescription systématique de loperamide versus 50% en cas de prescription non systématique. Et puis à peu près pareil pour ce qui est des interruptions précoces du traitement par l'apatinib par rapport à ce qui était planifié. 30% d'interruptions précoces, donc de limitation de la dose d'intensité, on va dire d'une certaine manière, avec le lapatinib, quand on a une prescription systématique de loperamide, versus 56% quand on n'a pas de prescription systématique de loperamide. Donc cette étude montre que quand on a une prise en charge, alors agressive ou proactive de l'effet indésirable, ce n'est pas réellement une prévention, parce qu'on dans cette étude, on a attendu qu'il y ait une première diarrhée qui se produise. Donc ce n'est pas uniquement de la prophylaxie au sens propre du terme. C'est plutôt une démarche d'une prise en charge proactive, et avec une certaine visée préventive de la récidive en tout cas. Eh bien, on a une amélioration de la tolérance globale du traitement par l'anti-HER2, ici le lapatinib, en tout cas pour les effets gastro-intestinaux, et une amélioration donc, de ce que j'ai appelé la dose-intensité, même si on parle d'une thérapie ciblée, mais en tout cas de l'exposition au traitement par rapport à ce qui était attendu. Donc un réel bénéfice quant à la prise en charge, en tout cas un réel bénéfice attendu. Toutes ces informations et plein d'autres, parce que je vous ai dit que je ne vous ai pas tout présenté, elles sont disponibles grâce au soutien d'Ospira, qui pour la deuxième année consécutive nous a permis de réaliser un e-journal en direct de l'ASCO Palliative Care. Pour ça, et pour avoir accès à ces e-journaux, il suffit d'être inscrit sur le site lecancer.fr. L'inscription est gratuite, mais réservée aux professionnels de santé, médecins et pharmaciens. Et puis cette année, comme l'an passé, on a fait un e-journal pour les médecins et pour les pharmaciens qui sont impliqués en cancérologie et pour l'ASCOPAL, en particulier sur le supportive care. C'est important parce que nous, ça nous tient particulièrement à cœur et on a la chance sur l'ASCO Palliative Care et sur la masque, toujours dans le soin de support, d'avoir à peu près chaque année et à chaque congrès la même équipe, donc Mario Di Palma, Florian et moi-même, plus d'autres ponctuellement, mais ce noyau dur qui fait que maintenant on se connaît par cœur et qu'on a des pôles d'intérêt complémentaires et qu'on arrive, en tout cas on le croit, à avoir une vision globale, la plus large possible en tout cas. Et puis cette année, on a eu une grande chance et un cadeau, c'est qu'on a trouvé une infirmière sur le congrès, dites donc, une infirmière française, de Pompidou, allez savoir pourquoi. Et en fait, ça a été très intéressant parce qu'en discutant avec elle, ça s'est fini par une brève qu'elle a rédigée sur une communication qu'elle a rédigée elle-même, qu'on n'avait pas forcément, nous, en tout cas, avec notre vision et notre angle de vision particulier identifié comme intéressant, mais elle, en tant qu'infirmière, ça l'intéressait.
Donc, elle l'a écrite, la brève, elle a fait une interview vidéo, et sachez que ça nous a mis la puce à l'oreille. C'est quelque chose qu'on va essayer, en tout cas avec Florian, de développer dans les années à venir. C'est l'implication des infirmiers et infirmières en particulier sur ce type de couverture de congrès, avec leur vision particulière, leurs préoccupations particulières et leurs questions qui ne sont pas les mêmes que celles des médecins et pas les mêmes que celles des pharmaciens. Je vous remercie Florian pour l'organisation du congrès et du journal. Merci Vincent.